conte merveilleux, tome 2, de Hans Christian Andersen. Une rose de la tombe d'Homère. Dans tous les chants d'Orient, on parle de l'amour du rossignol pour la rose. Dans les nuits silencieuses, le troubadour ailé chante sa sérénade à la fleur suave. Non loin de Smyrne, sous les hauts platanes, là où le marchand pousse ses chameaux chargés de marchandises, qui lèvent fièrement leurs longs coups et foulent maladroitement la terre sacrée, j'ai vu une haie de rosiers en fleurs. Des pigeons sauvages volaient entre les branches des hauts arbres, et leurs ailes scintillaient dans les rayons du soleil, comme si elles étaient nacrées. Une rose de la haie vivante était la plus belle de toutes, et c'est à elle que le rossignol chanta sa douleur. Mais la rose se tut. Pas une seule goutte de rosée en guise de larmes de compassion ne glissa sur ses pétales. Elle se pencha seulement sur quelques grandes pierres. « Sigi, le plus grand chanteur de ce monde, dit la rose. Au-dessus de sa tombe, je veux répandre mon parfum, et sur sa tombe, je veux étaler mes pétales quand la tempête me les arrachera. Le chanteur de l'Iliade est devenu poussière de cette terre où je suis né. Moi, rose de la tombe d'Homère, suis trop sacrée pour fleurir pour n'importe quel pauvre rossignol. » Et le rossignol chanta, à en mourir. Le chamelier arriva avec ses chameaux chargés et ses esclaves noirs. Son jeune fils trouva l'oiseau mort et enterra le petit chanteur dans la tombe du grand Homère. Et la rose frissonna dans le vent. Le soir, la rose s'épanouit comme jamais, et elle rêva que c'était un beau jour ensoleillé. Puis, un groupe de francs, en pèlerinage à la tombe d'Homère, s'approcha. Il y avait parmi eux un chanteur du Nord, du pays du brouillard et des aurores boréales. Il cueillit la rose, l'inséra dans son livre et l'emporta ainsi sur un autre continent, dans son pays lointain. La rose fana de chagrin et demeura aplatie dans le livre. Lorsque le chanteur revint chez lui, il ouvrit le livre et dit « Voici une rose de la tombe d'Homère. » Tel fut le rêve de la petite rose lorsqu'elle s'éveilla et tressaillit de froid. Des gouttes de rosée tombèrent de ses pétales, et lorsque le soleil se leva, elle s'épanouit comme jamais auparavant. Les journées torrides étaient là, puisqu'elle était dans son Asie natale. Soudain, des pas résonnèrent. Les francs étrangers qu'elle avait vus dans son rêve arrivaient, et parmi eux, le poète du Nord. Il cueillit la rose, l'embrassa, et l'emporta avec lui dans son pays du brouillard et des aurores boréales. Telle une momie, la fleur morte repose désormais dans son Iliade, et comme dans un rêve, elle entend le poète dire, lorsqu'il ouvre le livre, « Voici une rose de la tombe d'Homère. » Le rossignol et l'empereur. En Chine, vous le savez déjà, l'empereur est un Chinois, et tous ses sujets sont des Chinois. Cette histoire s'est passée il y a bien des années, et c'est pourquoi il vaut la peine de l'écouter, avant qu'elle ne tombe dans l'oubli. Le château de l'empereur était le château le plus magnifique du monde. Il était entièrement fait de la plus fine porcelaine, si coûteuse, si cassante et fragile au toucher, qu'on devait y faire très attention. Dans le jardin, on pouvait voir les fleurs les plus merveilleuses, et afin que personne ne puisse passer sans les remarquer, on avait attaché aux plus belles d'entre elles des clochettes d'argent qui tintaient délicatement. Vraiment, tout était magnifique dans le jardin de l'empereur, et ce jardin s'étendait si loin que même le jardinier n'en connaissait pas la fin. En marchant toujours plus loin, on arrivait à une merveilleuse forêt, où il y avait de grands arbres et des lacs profonds. Et cette forêt s'étendait elle-même jusqu'à la mer, bleue et profonde. De gros navires pouvaient voguer jusque sous les branches où vivait un rossignol. Il chantait si divinement que même le pauvre pêcheur, qui avait tant d'autres choses à faire, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter et de l'écouter, lorsqu'il sortait la nuit pour retirer ses filets. « Mon Dieu, comme c'est beau !» disait-il. Mais comme il devait s'occuper de ses filets, il oubliait l'oiseau.
Les nuits suivantes, quand le rossignol se remettait à chanter, le pêcheur redisait à chaque fois « Mon Dieu, comme c'est beau !» Des voyageurs de tous les pays venaient dans la ville de l'empereur et s'émerveillaient devant le château et son jardin. Mais lorsqu'ils finissaient par entendre le rossignol, ils disaient tous « Voilà ce qui est le plus beau !» Lorsqu'ils revenaient chez eux, les voyageurs racontaient ce qu'ils avaient vu, et les érudits écrivaient beaucoup de livres à propos de la ville, du château et du jardin. Mais ils n'oubliaient pas le rossignol. Ils recevaient les plus belles louanges, et ceux qui étaient poètes réservaient leurs plus beaux vers pour ce rossignol qui vivait dans la forêt, tout près de la mer. Les livres se répandirent partout dans le monde, et quelques-uns parvinrent un jour à l'empereur. Celui-ci s'assit dans son trône d'or, lut et lut encore. À chaque instant, il hochait la tête, car il se réjouissait à la lecture des éloges qu'on faisait sur sa ville, le château et le jardin. Mais le rossignol est vraiment le plus beau de tout. Y était-il écrit ? Quoi ? S'exclama l'empereur. Mais je ne connais pas ce rossignol. Y a-t-il un tel oiseau dans mon royaume, et même dans mon jardin ? Je n'en ai jamais entendu parler. Il appela donc son chancelier. Celui-ci était tellement hautain que lorsque quelqu'un d'un rang moins élevé osait lui parler ou lui poser une question, il ne répondait rien d'autre que « Pff », ce qui ne voulait rien dire du tout. « Il semble y avoir ici un oiseau des plus remarquables qui s'appellerait rossignol, » dit l'empereur. « On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau dans mon grand royaume. Alors, pourquoi ne m'a-t-on rien dit à ce sujet ? Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant, dit le chancelier. Il ne s'est jamais présenté à la cour. Je veux qu'il vienne ici ce soir et qu'il chante pour moi, dit l'empereur. Le monde entier sait ce que je possède, alors que moi-même, je n'en sais rien. Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant, redit le chancelier. Je vais le chercher, je vais le trouver. Mais où donc le chercher ? Le chancelier parcourut tous les escaliers de haut en bas et arpenta les salles et les couloirs, mais aucun de ceux qu'il rencontra n'avait entendu parler du rossignol. Le chancelier retourna auprès de l'empereur et lui dit que ce qui était écrit dans le livre devait être sûrement une affabulation. « Votre Majesté impériale ne devrait pas croire tout ce qu'elle lit. Il ne s'agit là que de poésie. » « Mais le livre dans lequel j'ai lu cela, dit l'empereur, m'a été expédié par le plus grand empereur du Japon. Ainsi, ce ne peut pas être une fausseté. Je veux entendre le rossignol. Il doit être ici, ce soir. Il a ma plus haute considération. Et s'il ne vient pas, je ferai piétiner le corps de tous les gens de la cour après le repas du soir. Tsingpe, dit le chancelier, qui s'empressa de parcourir de nouveau tous les escaliers, de haut en bas, et d'arpenter encore les salles et les couloirs. La moitié des gens de la cour alla avec lui, car l'idée de se faire piétiner le corps ne leur plaisait guère. Ils s'enquirent du remarquable rossignol qui était connu du monde entier, mais inconnu à la cour. Finalement, ils rencontrèrent une pauvre fillette aux cuisines. Elle dit « Mon Dieu, Rossignol ? Oui, je le connais, il chante si bien. Chaque soir, j'ai la permission d'apporter à ma pauvre mère malade quelques restes de table. Elle habite en bas, sur la rive. Et lorsque j'en reviens fatiguée et que je me repose dans la forêt, j'entends Rossignol chanter. Les larmes me montent aux yeux. C'est comme si ma mère m'embrassait. Petite cuisinière, dit le chancelier, je te procurerai un poste permanent aux cuisines et t'autoriserai à t'occuper des repas de l'empereur si tu nous conduis auprès de Rossignol. Il doit chanter ce soir. Alors, ils partirent dans la forêt, là où Rossignol avait l'habitude de chanter. La moitié des gens de la cour suivit. Tandis qu'ils allaient bon train, une vache se mit à meugler. « Oh !» dit un hobereau. « Maintenant nous l'avons trouvé. Il y a là une remarquable vigueur pour un si petit animal. Je l'ai sûrement déjà entendu. »« Non,
dit la petite cuisinière. Ce sont des vaches qui meuglent. Nous sommes encore loin de l'endroit où ils chantent. Puis, les grenouilles croissèrent dans les marais. Merveilleux! S'exclama le prévôt du château. Là, je l'entends. Cela ressemble justement à de petites cloches de temple. Non, ce sont des grenouilles, dit la petite cuisinière. Mais je pense que bientôt nous allons l'entendre. À ce moment, Rossignol se mit à chanter. C'est lui, dit la petite fille. Écoutez, écoutez, il est là. Elle montra un petit oiseau gris qui se tenait en haut des branches. Est-ce possible? Dit le chancelier. Je ne l'aurais jamais imaginé, avec une apparence aussi simple. Il aura sûrement perdu ses couleurs à force de se faire regarder par tant de gens. Petit Rossignol, cria la petite cuisinière, notre gracieux empereur aimerait que tu chantes devant lui. Avec le plus grand plaisir, répondit Rossignol. Il chanta, et ce fut un vrai bonheur. C'est tout à fait comme les cloches de verre, dit le chancelier. Et voyez comme sa petite gorge travaille fort. C'est étonnant que nous ne l'ayons pas aperçu avant. Il fera grande impression à la cour. Dois-je chanter encore pour l'empereur demanda Rossignol, croyant que l'empereur était aussi présent. Mon excellent petit Rossignol, dit le chancelier, j'ai le grand plaisir de vous inviter à une fête ce soir au palais, où vous charmerez sa gracieuse majesté impériale de votre merveilleux chant. Mon chant s'entend mieux dans la nature, dit Rossignol, mais il les accompagna volontiers, sachant que c'était le souhait de l'empereur. Au château, tout fut nettoyé. Les murs et les planchers, faits de porcelaine, brillaient sous les feux de milliers de lampes d'or. Les fleurs les plus magnifiques, celles qui pouvaient teinter, furent placées dans les couloirs. Et comme il y avait là des courants d'air, toutes les clochettes tintaient en même temps, de telle sorte qu'on ne pouvait même plus s'entendre parler. Au milieu de la grande salle où l'empereur était assis, on avait placé un perchoir d'or, sur lequel devait se tenir Rossignol. Toute la cour était là, et la petite fille, qui venait de se faire nommer cuisinière de la cour, avait obtenu la permission de se tenir derrière la porte. Tous avaient revêtu leurs plus beaux atours et regardaient le petit oiseau gris, auquel l'empereur fit un signe. Le rossignol chanta si magnifiquement que l'empereur en eut les larmes aux yeux. Les larmes lui coulèrent sur les joues, et le rossignol chanta encore plus merveilleusement. Cela allait droit au cœur. L'empereur fut ébloui, et déclara que Rossignol devrait porter au cou une pantoufle d'or. Le Rossignol l'en remercia, mais répondit qu'il avait déjà été récompensé. « J'ai vu les larmes dans les yeux de l'empereur, et c'est pour moi le plus grand des trésors. Oui, j'ai été largement récompensé. » Là-dessus, il recommença à chanter de sa voix douce et magnifique. « C'est la plus adorable voix que nous connaissons, » dirent les dames tout autour. Puis, se prenant pour des rossignols, elles se mirent de l'eau dans la bouche de manière à pouvoir chanter lorsqu'elles parlaient à quelqu'un. Les serviteurs et les femmes de chambre montrèrent eux aussi qu'ils étaient joyeux, et cela voulait beaucoup dire, car ils étaient les plus difficiles à réjouir. Oui, vraiment, Rossignol amenait beaucoup de bonheur. À partir de là, Rossignol dut rester à la cour, dans sa propre cage, avec comme seule liberté la permission de sortir et de se promener, 2 fois le jour et 1 fois la nuit. On lui assigna 12 serviteurs qui le retenaient, grâce à des rubans de soie attachés à ses pattes. Il n'y avait absolument aucun plaisir à retirer de telles excursions. Un jour, l'empereur reçut une caisse sur laquelle était inscrit le rossignol. « Voilà sans doute un nouveau livre sur notre fameux oiseau, » dit l'empereur. Ce n'était pas un livre, mais plutôt une œuvre d'art placée dans une petite boîte. Un rossignol mécanique qui imitait le vrai, mais tout serti de diamants, de rubis et de saphirs. Aussitôt qu'on l'eut remonté, il entonna l'un des airs que le vrai rossignol chantait, agitant la queue et brillant de 1000 reflets d'or et d'argent. Autour de sa gorge était noué un petit ruban sur lequel était inscrit « Le rossignol de l'empereur du Japon » et bien humble comparé à celui de l'empereur de Chine. Tous s'exclamèrent « C'est magnifique !
et celui qui avait apporté l'oiseau reçut aussitôt le titre de suprême porteur impérial de Rossignol. Maintenant, ils doivent chanter ensemble, comme ce sera plaisant. Et ils durent chanter en duo, mais cela n'allait pas, car tandis que le vrai Rossignol chantait à sa façon, l'automate, lui, chantait des valses. « Ce n'est pas de sa faute, dit le maestro. Il est particulièrement régulier, et tout à fait selon mon école. » Alors l'automate dut chanter seul. Il procura autant de joie que le véritable, et s'avéra plus adorable encore à regarder. Il brillait comme des bracelets et des épinglettes. Il chanta le même air 33 fois sans se fatiguer. Les gens auraient bien aimé l'entendre encore, mais l'empereur pensa que ce devait être au tour du véritable rossignol de chanter quelque chose. Mais où était-il ? Personne n'avait remarqué qu'il s'était envolé par la fenêtre, en direction de sa forêt verdoyante. « Mais que se passe-t-il donc ?» demanda l'empereur, et tous les courtisans grognèrent et se dirent que Rossignol était un animal hautement ingrat. « Le meilleur des oiseaux, nous l'avons encore, dirent-ils, et l'automate dut recommencer à chanter. Bien que ce fût la 44e fois qu'il jouait le même air, personne ne le savait encore par cœur, car c'était un air très difficile. Le maestro fit l'éloge de l'oiseau et assura qu'il était mieux que le vrai, non seulement grâce à son apparence externe et les nombreux et magnifiques diamants dont il était serti, mais aussi grâce à son mécanisme intérieur. « Voyez, mon souverain, empereur des empereurs, avec le vrai rossignol, on ne sait jamais ce qui en sortira, mais avec l'automate, tout est certain. On peut l'expliquer, le démonter, montrer son fonctionnement, voir comment les valses sont réglées, comment elles sont jouées et comment elles s'enchaînent. » « C'est tout à fait notre avis, dit tout le monde, et le maestro reçut la permission de présenter l'oiseau au peuple le dimanche suivant. Le peuple devait l'entendre, avait ordonné l'empereur, et il l'entendit. Le peuple était en liesse, comme si tous s'étaient enivrés de thé, et tous disaient « Oh !» en pointant le doigt bien haut et en faisant des signes. Mais les pauvres pêcheurs, ceux qui avaient déjà entendu le vrai rossignol, dirent « Il chante joliment, les mélodies sont ressemblantes, mais il lui manque quelque chose. Nous ne savons trop quoi. » Le vrai rossignol fut banni du pays et de l'Empire. L'oiseau mécanique eut sa place sur un coussin tout près du lit de l'empereur, et tous les cadeaux que ce dernier reçut, or et pierres précieuses, furent posés tout autour. L'oiseau fut élevé au titre de suprême rossignol chanteur impérial, et devint le numéro 1 à la gauche de l'empereur. L'empereur, considérant que le côté gauche, celui du cœur, était le plus distingué, et qu'un empereur avait lui aussi son cœur à gauche. Le maestro rédigea une œuvre en 25 volumes sur l'oiseau. C'était très savant, long et rempli de mots chinois parmi les plus difficiles, et chacun prétendait l'avoir vu, l'avoir lu et compris, craignant de se faire prendre pour un idiot et de se faire piétiner le corps. Une année entière passa. L'empereur, la cour et tous les Chinois connaissaient par cœur chacun des petits airs chantés par l'automate. Mais ce qui leur plaisait le plus, c'est qu'ils pouvaient maintenant eux-mêmes chanter avec lui. Et c'est ce qu'ils faisaient. Les gens de la rue chantaient « Ziziz » et l'empereur aussi. Oui, c'était vraiment magnifique. Mais un soir, alors que l'oiseau mécanique chantait à son mieux et que l'empereur, étendu dans son lit, l'écoutait, on entendit un cric venant de l'intérieur. Puis quelque chose sauta. Crac! Les rouages s'emballèrent, puis la musique s'arrêta. L'empereur sauta immédiatement hors du lit et fit appeler son médecin. Mais que pouvait-il bien y faire? Alors on amena l'horloger, et après beaucoup de discussions et de vérifications, il réussit à remettre l'oiseau dans un certain état de marche. Mais il dit que l'oiseau devait être ménagé, car les chevilles étaient usées, et qu'il lui était impossible d'en remettre de nouvelles. Quelle tristesse! À partir de là, on ne put faire chanter l'automate qu'une fois l'an, ce qui était déjà trop. Mais le maestro tint un petit discours, tout plein de mots difficiles, disant que ce serait aussi bien qu'avant. Et ce fut aussi bien qu'avant.
Puis, 5 années passèrent, et une grande tristesse s'abattit sur tout le pays. L'empereur, qui occupait une grande place dans le cœur de tous les Chinois, était maintenant malade et devait bientôt mourir. Déjà, un nouvel empereur avait été choisi, et le peuple, qui se tenait dehors dans la rue, demandait au chancelier comment se portait son vieil empereur. Pfff, disait-il en secouant la tête. L'empereur, froid et blême, gisait dans son grand et magnifique lit. Toute la cour le croyait mort, et chacun s'empressa d'aller accueillir le nouvel empereur. Les serviteurs sortirent pour en discuter, et les femmes de chambre se rassemblèrent autour d'une tasse de café. Partout autour, dans toutes les salles et les couloirs, des draps furent étendus sur le sol, afin qu'on ne puisse pas entendre marcher. Ainsi, c'était très silencieux. Mais l'empereur n'était pas encore mort. Il gisait, pâle et glacé, dans son magnifique lit aux grands rideaux de velours et aux passements en or massif. Tout en haut, s'ouvrit une fenêtre par laquelle les rayons de lune éclairaient l'empereur et l'oiseau mécanique. Le pauvre empereur pouvait à peine respirer. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, était assis sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux, et là il vit que c'était la mort. Elle s'était coiffée d'une couronne d'or, tenait dans une main le sabre de l'empereur et dans l'autre sa splendide bannière. De tous les plis du grand rideau de velours surgissaient toutes sortes de têtes, au visage parfois laid, parfois aimable et doux. C'étaient les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur qui le regardaient, maintenant que la mort était assise sur son cœur. « Te souviens-tu d'elle » dit la mort. Puis elle lui raconta tant de ses actions passées que la sueur en vint à lui couler sur le front. « Cela, je ne l'ai jamais su » dit l'empereur. « De la musique, le gros tambour chinois » cria l'empereur, « pour que je ne puisse entendre tout ce qu'elle dit. » Mais la mort continua de plus belle, en faisant des signes de tête à tout ce qu'elle disait. « De la musique, criait l'empereur. « Toi, cher petit oiseau d'or, chante donc, chante. Je t'ai donné de l'or et des objets de grande valeur. J'ai suspendu moi-même mes pantoufles d'or à ton cou. Chante donc, chante. » Mais l'oiseau n'en fit rien. Il n'y avait personne pour le remonter, alors il ne chanta pas. Et la mort continua à regarder l'empereur avec ses grandes orbites vides. Et tout était calme, terriblement calme. Tout à coup, venant de la fenêtre, on entendit le plus merveilleux des chants. C'était le petit rossignol, plein de vie, qui était assis sur une branche. Ayant entendu parler de la détresse de l'empereur, il était venu lui chanter réconfort et espoir. Et tandis qu'il chantait, les visages fantômes s'estompèrent et disparurent. Le sang se mit à circuler toujours plus vite dans les membres fatigués de l'empereur, et même la mort écouta et dit « Continue, petit rossignol, continue. »« Bien, me donnerais-tu le magnifique sabre d'or ? Me donnerais-tu la riche bannière ? Me donnerais-tu la couronne de l'empereur ?» La mort donna chacun des joyaux pour un chant, et Rossignol continua à chanter. Il chanta le tranquille cimetière où poussent les roses blanches, où les lilas embaument et où les larmes des survivants arrosent de l'herbe fraîche. Alors, la mort eut la nostalgie de son jardin, puis elle disparut par la fenêtre, comme une brume blanche et froide. « Merci, merci, dit l'empereur. Toi, divin petit oiseau, je te connais bien. Je t'ai banni de mon pays et de mon empire, et voilà que tu chasses ces mauvais esprits de mon lit, et que tu sors la mort de mon cœur. Comment pourrais-je te récompenser ? » « Tu m'as récompensé ? » répondit Rossignol. « J'ai fait couler des larmes dans tes yeux lorsque j'ai chanté la première fois. Cela, je ne l'oublierai jamais. Ce sont les joyaux qui réjouissent le cœur d'un chanteur. Mais dors maintenant et reprends des forces. Je vais continuer à chanter. » Il chanta, et l'empereur glissa dans un doux sommeil, un sommeil doux et réparateur. Le soleil brillait déjà par la fenêtre lorsque l'empereur se réveilla, plus fort et en bonne santé. Aucun de ses serviteurs n'était encore venu, car ils croyaient tous qu'il était mort.
Mais Rossignol était toujours là, et il chantait. « Tu resteras toujours auprès de moi, dit l'empereur. Tu chanteras seulement lorsqu'il t'en plaira, et je briserai l'automate en 1000 morceaux. » « Ne fais pas cela, répondit le rossignol. Il a apporté beaucoup de bien, aussi longtemps qu'il a pu. Conserve-le comme il est. Je ne peux pas nicher ni habiter au château, mais laisse-moi venir quand j'en aurai l'envie. Le soir, je viendrai m'asseoir à la fenêtre et je chanterai devant toi pour que tu puisses te réjouir et réfléchir en même temps. Je chanterai à propos du bonheur et de la misère, du bien et du mal, de ce qui, tout autour de toi, te reste caché. Un petit oiseau chanteur vole loin, jusque chez le pauvre pêcheur, sur le toit du paysan, chez celui qui se trouve loin de toi et de ta cour. J'aime ton cœur plus que ta couronne, même si la couronne a comme une odeur de sainteté autour d'elle. Je reviendrai et chanterai pour toi. Mais avant, tu dois me promettre. Tout ce que tu voudras, dit l'empereur. Il se tenait là, dans son costume impérial, qu'il venait d'enfiler, et pressait son sabre d'or massif sur son cœur. Je te demande seulement une chose. Ne dis à personne que tu es un petit oiseau qui te raconte tout. Tout ira beaucoup mieux ainsi. Puis, Rossignol s'envola. Lorsque les serviteurs entrèrent, croyant constater le décès de l'empereur, ils se figèrent, stupéfaits, et l'empereur leur dit « Bonjour !» Le sapin. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé, il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil, ni l'air pur, pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. « Oh, si j'étais grand comme les autres, soupirait le petit sapin, je pourrais étendre largement ma verdure et de mon sommet contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. » Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages roses qui matin et soir naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête. L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa blancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh, que c'était agaçant! Mais 2 hivers ayant passé, quand vint le 3e, le petit arbre était assez grand pour que le lièvre fût obligé de le contourner. Oh, pousser, pousser, devenir grand et vieux, c'était là, pensait-il, la seule joie au monde. En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année, et le jeune sapin, qui avait atteint une bonne taille, tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. Où allaient-ils? Quel devait être leur sort? Au printemps, lorsqu'arrivèrent l'hirondelle et la cigogne, le sapin leur demanda « Savez-vous où on les a conduits? Les avez-vous rencontrés ?» Les hirondelles n'en savaient rien, mais la cigogne eut l'air de réfléchir, hocha la tête et dit « Oui, je crois le savoir. J'ai rencontré beaucoup de navires tout neufs en m'envolant vers l'Égypte. Sur ces navires, il y avait des maîtres mâts superbes. J'ose dire que c'était eux. Ils sentaient le sapin. Oh! Si j'étais assez grand pour voler au-dessus de la mer! Comment est-ce au juste la mer? À quoi cela ressemble-t-il? C'est difficile à expliquer, répondit la cigogne, et elle partit. Réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. Le vent baisa le jeune arbre, la rosée versa sur lui des larmes, mais il ne les comprit pas. Quand vint l'époque de Noël, de tout jeunes arbres furent abattus, n'ayant souvent même pas la taille, ni l'âge, de notre sapin, lequel, sans trêve ni repos, désirait toujours partir. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux. Ils conservaient leurs branches, ceux-là, et on les couchait sur les charrettes que les chevaux tiraient hors de la forêt. « Où vont-ils » demanda le sapin. « Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en avait même un, beaucoup plus petit.
Pourquoi leur a-t-on laissé leur verdure? Nous le savons, nous le savons, gazouillèrent les moineaux. En bas, dans la ville, nous avons regardé à travers les vitres. Nous savons où la voiture les conduit. Oh, ils arrivent au plus grand scintillement, au plus grand honneur que l'on puisse imaginer. À travers les vitres, nous les avons vus, plantés au milieu du salon chauffé et garni de ravissants objets, pommes dorées, gâteaux de miel, jouets et des centaines de lumières. Suis-je destiné à atteindre aussi cette fonction? Dit le sapin, tout enthousiasmé. C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Je me languis ici. Que n'est-ce déjà Noël? Je suis aussi grand et développé que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette, et puis dans un salon chauffé, au milieu de ce faste. Et ensuite, il arrive sûrement quelque chose d'encore mieux, de plus beau. Sinon, pourquoi nous décorer ainsi? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi? Oh, je m'ennuie, je languis. Sois heureux d'être avec nous, dirent l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîche et libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait. Hiver comme été, il était brun, il était vert, d'un beau vert foncé, et les gens qui le voyaient s'écriaient. Quel bel arbre! Avant Noël, il fut abattu, le tout premier. La hache trancha d'un coup dans sa moelle. Il tomba, poussant un grand soupir. Il sentit une douleur profonde. Il défaillait et souffrait. L'arbre ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour avec les autres. Il entendit alors un homme dire « Celui-là est superbe, nous le choisissons. » Alors vinrent deux domestiques en grande tenue qui apportèrent le sapin dans un beau salon. 2 portraits ornaient les murs, et près du grand poêle de céramique verni, il y avait des vases chinois avec des lions sur leurs couvercles. Plus loin étaient placés des fauteuils à bascule, des canapés de soie, de grandes tables couvertes de livres d'images et de jouets, pour un argent fou, du moins à ce que disaient les enfants. Le sapin fut dressé dans un petit tonneau rempli de sable, mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau, parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh, notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer? Les domestiques et des jeunes filles commencèrent à le garnir. Ils suspendaient aux branches de petits filets, découpés dans des papiers glacés de couleur. Dans chaque filet, on mettait quelques fondants, des pommes et des noix dorées, pendaient aux branches comme si elles y avaient poussé. Et plus de 100 petites bougies rouges, bleues et blanches étaient fixées sur les branches. Des poupées qui semblaient vivantes, l'arbre n'en avait jamais vu, planaient dans la verdure, et tout en haut, au sommet, on mit une étoile clinquante de dorure. C'était splendide, incomparablement magnifique. « Ce soir, disaient-ils tous, ce soir, ce sera beau. » Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir, quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer? Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres? Vais-je rester ici, ainsi décoré, l'hiver et l'été? On alluma les lumières. Quel éclat! Quelle beauté! Un frémissement parcourut ses branches, de sorte qu'une des bougies y mit le feu. Une sérieuse flambée? Mon Dieu! Crièrent les demoiselles en se dépêchant d'éteindre. Le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Quelle torture! Il avait si peur de perdre quelqu'une de ses belles parures, il était complètement étourdi dans toute sa gloire. Alors, la porte s'ouvrit à 2 battants. Des enfants en foule se précipitèrent comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grandes personnes les suivaient posément. Les enfants s'arrêtaient, un instant seulement, puis ils se mettaient à pousser des cris de joie. Quel tapage! Et à danser autour de l'arbre. Ensuite, on commença à cueillir les cadeaux l'un après l'autre. « Qu'est-ce qu'ils font ?» se demandait le sapin. « Qu'est-ce qui va se passer ?» Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches. On les éteignait à mesure. Puis les enfants eurent la permission de dépouiller l'arbre complètement. Ils se jetèrent sur lui si fort que tous les rameaux en craquaient. S'il n'avait pas été bien attaché au plafond par un ruban qui fixait aussi l'étoile, il aurait été renversé.
Les petits tournoyaient dans le salon, avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin, si ce n'est la vieille bonne d'enfant qui jetait de ci de là un coup d'œil entre les branches pour voir si on n'avait pas oublié une figue ou une pomme. « Une histoire! Une histoire !» criaient les enfants, en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventru. Il s'assit juste sous l'arbre. « Comme ça, nous sommes dans la verdure et le sapin aura aussi intérêt à nous écouter. Mais je ne raconterai qu'une histoire. Voulez-vous celle d'Ived Aved ou celle de Dimple le ballot, qui roula en bas des escaliers, mais arriva tout de même à s'asseoir sur un trône et à épouser la princesse ?» L'homme racontait l'histoire de Dimple le ballot, qui tomba du haut des escaliers, gagna tout de même le trône et épousa la princesse. Les enfants battaient des mains. Ils voulaient aussi entendre l'histoire d'Ived Aved, mais ils n'en eurent qu'une. Le sapin se tenait coi et écoutait. « Oui, oui, voilà comment vont les choses dans le monde, pensait-il. Il croyait que l'histoire était vraie parce que l'homme qui la racontait était élégant. Oui, oui, sait-on jamais? Peut-être tomberai-je aussi du haut des escaliers et épouserai-je une princesse. Il se réjouissait en songeant que le lendemain, il serait de nouveau orné de lumière et de jouets, d'ors et de fruits. Il resta immobile et songeur toute la nuit. Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. « Voilà la fête qui recommence, » pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers, au grenier. Et là, dans un coin sombre, où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. « Qu'est-ce que ça veut dire? Que vais-je faire ici ?» Il s'appuya contre le mur, réfléchissant, et il eut le temps de beaucoup réfléchir, car les jours et les nuits passaient sans qu'il ne vînt personne là-haut. Et quand enfin il vint quelqu'un, ce n'était que pour déposer quelques grandes caisses dans le coin. Elles cachaient l'arbre complètement. L'avait-on donc tout à fait oublié? C'est l'hiver dehors maintenant, pensait-il. La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Comme c'est raisonnable, les hommes sont bons. Si seulement il ne faisait pas si sombre, et si ce n'était pas si solitaire. Pas le moindre petit lièvre. C'était gai là-bas dans la forêt, quand sur le tapis de neige le lièvre passait en bondissant. Oui, même quand il sautait par-dessus moi. Mais dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Quelle affreuse solitude ici. Pip, pip, fit une petite souris, en apparaissant au même instant, et une autre la suivait. Elles flairèrent le sapin et furent dans ses branches. « Il fait terriblement froid, » dit la petite souris. « Sans quoi on serait bien ici, n'est-ce pas, vieux sapin ?»« Je ne suis pas vieux du tout, » répondit le sapin. « Il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. »« D'où viens-tu donc ?» demanda la souris. « Et qu'est-ce que tu as à raconter ?» Elles étaient horriblement curieuses. « Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la terre. Y as-tu été? As-tu été dans le garde-manger ?»« Je ne connais pas ça, » dit l'arbre, « mais je connais la forêt où brille le soleil, où l'oiseau chante. » Et il parla de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient de toutes leurs oreilles. « Tu en as vu des choses? Comme tu as été heureux !»« Moi ?» dit le sapin, en songeant à ce que lui-même racontait. « Oui, au fond, c'était bien agréable. » Mais ensuite, il parla du soir de Noël où il avait été garni de gâteaux et de lumière. « Oh !» dirent encore les petites souris. « Comme tu as été heureux, vieux sapin. »« Mais je ne suis pas vieux du tout. Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon plus bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. »« Comme tu racontes bien !» dirent les petites souris. La nuit suivante, elles amenèrent 4 autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait. Et à mesure que celui-ci parlait, tout lui revenait plus exactement. « C'était vraiment de bons moments, pensait-il. Mais ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Dimple le ballot est tombé du haut des escaliers, mais il a tout de même eu la princesse. Peut-être en aurais-je une aussi. » Il se souvenait d'un petit bouleau qui poussait là-bas, dans la forêt, et qui avait été pour lui une véritable petite princesse.
Qui est Dimple Ballot demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. Un peu plus, les petites souris grimpaient jusqu'en haut de l'arbre de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore, et le dimanche, il vint même 2 rats. Mais ils déclarèrent que le conte n'était pas amusant du tout, ce qui fit de la peine aux petites souris. De ce fait, elles-mêmes l'apprécièrent moins. Eh bien merci, dirent les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'en aller aussi, et le sapin soupirait. C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles, à écouter ce que je racontais. C'est fini, ça aussi. Mais maintenant, je saurai goûter les plaisirs quand on me ressortira. Mais quand? Ce fut un matin. Des gens arrivèrent et remuèrent tout dans le grenier. Ils déplacèrent les caisses, tirèrent l'arbre en avant. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement à terre, mais un valet le traîna vers l'escalier où le jour éclairait. Voilà la vie qui recommence, pensait l'arbre, lorsqu'il sentit l'air frais, le premier rayon du soleil, et le voilà dans la cour. Tout se passa si vite. La cour se prolongeait par un jardin en fleurs. Les roses pendaient, fraîches et odorantes, par-dessus la petite barrière. Les tilleuls étaient fleuris et les hirondelles voletaient en chantant. Qui vite, qui vite! Mon homme est arrivé! Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. Je vais revivre, se disait-il enchanté, étendant largement ses branches. Hélas, elles étaient toutes fanées et jaunies. L'étoile de papier doré était restée fixée à son sommet et brillait au soleil. Dans la cour jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et arracha l'étoile d'or. « Regarde ce qui est resté sur cet affreux arbre de Noël !» s'écria-t-il, en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin, puis enfin se regarda lui-même. Comme il eût préféré être resté dans son coin sombre au grenier. Il pensa à sa jeunesse, dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris, si heureuses d'entendre l'histoire de Dimple Ballot. Fini, fini, si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais. Le valet débita l'arbre en petits morceaux. Il en fit tout un grand tas qui flamba joyeusement sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappaient, chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors entrèrent s'asseoir devant le feu et ils criaient « Pif, paf !» à chaque craquement. Le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël, à Dimple Ballot, le seul conte qu'il eût jamais entendu et qu'il avait su répéter. Et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour. Le plus jeune portait sur la poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini. L'arbre était fini. Et l'histoire aussi. Finie. Finie comme toutes les histoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les contes merveilleux, tome 2 de Hans Christian Andersen. On a lu 3 contes et il va rester 3 séances avec à chaque fois 3 contes si j'ai bien calculé mon coût, je crois que c'est le cas. Juste pour vous dire, c'est probable qu'une ou deux des 3 prochains enregistrements sera plus court parce qu'il y a des contes qui sont plus courts et que j'ai pas envie de mettre trop de contes en même temps parce que ça peut être un petit peu lourd, ça peut faire trop d'informations différentes, c'est pas unique dans une même histoire, donc je préfère les faire par 3. Par 3, je trouve que ça tombe très bien. Donc au pire, j'enregistrerai d'avance, c'est pas bien grave. On a lu La rose d'Homère, une rose de la tombe d'Homère. Donc je me souviens qu'il y avait une espèce de une petite rivalité entre la rose et le rossignol, parce que la rose voulait parfumer la tombe d'Homère et que le rossignol n'était qu'un rossignol, qui finit par mourir. Donc elle se fait récupérer par des pèlerins, j'ai l'impression des francs,
Non, par peut-être des gens de chez des Scandinaves parce que ils parlent de d'aurore boréale. Et le truc qui était assez bizarre, c'est qu'il y avait en fait, on est vraiment dans un pays désertique et compagnie. Et deux fois en fait, on nous dit que quelqu'un vient ramasser la rose et la fait sécher dans un livre. Mais la rose rêve de ça aussi. Donc c'est assez bizarre. Mais ils ont l'air de tous de savoir où est la tombe d'Homère. Bon, j'ai pas beaucoup plus à dire sur la rose de la tombe d'Homère parce que bah, il est hyper court. Et je trouve assez bizarre dans la construction où on nous dit que la rose a été ramassée, mise à sécher dans un livre, qu'elle est partie en Scandinavie de son Asie natale. Et au final, elle rêve, mais elle rêve de la même chose. Donc ça fait assez bizarre. C'est peut-être un truc pour dire aussi Je pense que ça, c'est un conte qui est à destination des enfants. Mais les enfants, si c'est des tout petits, ils savent pas qui c'est Homer. Donc si on ne leur explique pas qui est Homer, ils s'en foutent. Bah, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit conte qui tombe un petit peu à plat. J'ai un peu de mal à voir qui peut être la cible. Ensuite, par contre, on a, ça m'était déjà arrivé de trouver des racines un peu orientales, enfin orientales ou asiatiques dans des contes de Andersen. Je sais plus lesquels exactement, mais on avait le Rossignol et l'Empereur. J'ai des super illustrations dans le bouquin que j'ai en plus. C'est un bouquin de Bibe Book, c'est possible, hein. Je me souviens plus. Mais là, en gros, donc l'empereur, déjà, il vit dans un château en porcelaine. C'est vachement pratique. Faut pas claquer la porte trop fort. Et il veut absolument récupérer le rossignol dont le chant est loué en fait dans d'autres livres. Donc il le récupère et il y a l'empereur du Japon qui lui envoie un rossignol mécanique et du coup le gentil petit rossignol qui est un petit piou-piou qui est plein plein de gentillesse, il s'en va pour revenir et redonner un petit peu de vitalité à l'empereur qui est mourant. Bah quelque part je trouve ça très mignon et on peut même, si on essaie d'en tirer une espèce de moralité, de dire que le rossignol en fait il était plein de bonne volonté. C'était pas la peine de le garder contre sa volonté justement. Parce que la preuve, il revient, il continue à être gentil. Là, il dit juste, non mais moi je vis dans la forêt, hein. Faut me laisser habiter dans la forêt. Donc je le trouvais assez mimi. Et j'aime assez en fait les personnages de rois ou d'empereurs ou de princes qui sont assez extravagants, on va dire, au niveau de leur demande. Mais le rossignol était vraiment tout mimi, quoi, comme petite bestiole, hein. C'était mignon. Et le sapin. Donc le sapin, je pense qu'on est vraiment aussi là dans un conte pour enfants. Des fois, je trouve qu'il y a des contes qui sont moins pour enfants. Plus cela. Donc le sapin, il a envie de grandir, il a envie d'être grand et vieux. Et bah, du coup, c'est tout triste parce qu'il profite, il n'est que tourné vers cet avenir rêvé, l'apparence qu'il aura, très grand, très fort, euh, dans la forêt. Sauf qu'on contrecarre un peu on contrecarre un petit peu ses plans. Et je trouve que c'est un petit... La moralité, elle est triste quand même. Parce que là, en fait, on est en train de dire aux enfants ou aux jeunes, hein, à la jeunesse, profitez de la jeunesse parce que vous savez pas ce que vous allez manger quand vous serez vieux, quoi. Donc je trouve qu'on est un peu là-dedans. Donc est-ce que c'est pas des poèmes un peu, des contes un peu tardifs dans la vie de Hans Christian Andersen? Et ces contes-là étaient plutôt cool, hein, ça allait. J'ai préféré La Reine des Neiges, qui est un peu plus, moins passive. Parce qu'il y a quand même il y a souvent des personnages qui sont très passifs dans les contes. Là, c'était quand même plutôt le cas, à part le rossignol qui s'enfuit et puis qui dit, hein, qui affirme non mais moi je suis très bien dans la forêt. La prochaine fois on va lire Le Shilling d'argent qui est court, Le Soleil raconte qui est court aussi, et La soupe à la brochette qui est
un peu plus long. Donc on verra. Ensuite, c'est le stoïque soldat de plomb, la tirelire, la vieille maison. Et à la fin, le vieux réverbère, le vilain petit canard et les voisins. Je vous souhaite un très bon samedi, passez une très belle journée, lisez tout plein, rêvez tout grand, tout ça, et puis dites-moi ce que vous avez pensé de ces contes-là. C'est pas mes préférés, mais ça passe bien, je trouve. Salut!